Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. Il y a une scène que beaucoup de Français n'avouent jamais, parce qu'elle sent mauvais. Juillet, départ en vacances. Autoroute A6, 40 degrés derrière un pare-brise, qui transforme l'habitacle en serre. À l'arrière, 3 enfants tassés comme des baguettes dans un four, genoux contre le menton, cheveux collés à la nuque. Une glacière coule. Les miettes de chips collent aux doigts. Et soudain, le petit dernier blêmi ouvre la bouche, pas pour chanter, non. Et tout ce que la famille espérait oublier finit sur la banquette, entre un ours en peluche et une carte Michelin pliée 1000 fois. Le père jure. La mère cherche un mouchoir, n'en trouve que 2, déjà humides. La voiture ralentit, les klaxons hurlent, et le rêve des vacances prend l'odeur acide de l'impuissance. Si tu es ici pour entendre comment la France est passée de cette torture collective à l'un des objets les plus aimés et les plus moqués de son histoire automobile, tu es exactement au bon endroit. Parce que ce moment-là, ce petit enfer collant, c'est précisément le genre de vie réelle qui a enfanté le Renault Espace. Et ce qui est fascinant, c'est que personne ne le réclamait officiellement, tout le monde en avait besoin. À la fin des années 70, la France change de silhouette. Les villes s'étirent, les banlieues poussent, les zones pavillonnaires apparaissent comme des champs de tuiles rouges. La voiture n'est plus seulement un objet de liberté. Elle devient un outil de logistique familiale. On transporte des enfants, des grands-parents, des sacs de sport, des poussettes, des courses de la semaine, des cartons de déménagement, et des plantes en pot, et parfois même, ne riez pas, un meuble suédois dont on a juré qu'il rentrait large. Mais l'offre, elle, semble bloquée dans une autre époque. D'un côté, les berlines, confortables, oui, mais leur coffre a la patience d'un guichet un lundi matin. De l'autre, les breaks, pratiques, mais encore trop bas, trop étroits, trop chargement, comme si la famille devait se comporter comme une marchandise. Et puis, il y a les utilitaires, les fourgons, grands, certes, mais socialement, c'est un aveu. Rouler en fourgon, c'est être artisan, livreur, entreprise. Pas papa qui emmène les enfants à la piscine. Pas maman qui récupère 3 copines et leur sac. Pas famille qui part au ski sans se battre pour une place. Et c'est là qu'un vide se creuse. Un vide énorme, silencieux, presque ridicule. La France a besoin d'un véhicule qui soit à la fois une voiture et une pièce à vivre. Un salon roulant. Un wagon de train privé. Quelque chose où l'on puisse s'asseoir droit, respirer, bouger, parler, manger un sandwich sans en mettre la moitié dans le col. Ce besoin ne naît pas d'un slogan, mais d'une somme d'humiliations quotidiennes. Les enfants qui s'endorment de travers et se réveillent pliés en 2, les disputes pour la place du milieu, les trajets interminables avec les vitres ouvertes, parce que la ventilation, c'est une suggestion plus qu'un système. Les longs week-ends où l'on joue à Tetris avec les bagages. Non, pas le sac de mamie au-dessus du gâteau, et où l'on finit par s'asseoir sur une couverture, faute d'espace. C'est aussi une époque de fractures et de paradoxes. Les chocs pétroliers ont laissé une peur. Consommer, c'est coûteux, et dépendre, c'est dangereux. Les familles veulent de la place, mais pas un monstre. Elles veulent de la robustesse, mais pas un camion. Elles veulent du moderne, mais sans renoncer à la simplicité. Elles veulent un véhicule qui accepte la vie, la vraie. Les chaussures pleines de sable, le chien mouillé, le pull oublié, le siège. Enfants mal attachés, les traces de chocolat sur les plastiques. Et pendant que les familles se débrouillent comme elles peuvent, une autre pression grandit. Celle des loisirs. La France s'équipe, s'évade, se déplace. Le camping, la mer, la montagne, les clubs de sport, les associations, les vacances scolaires qui transforment les routes en fleuves. Le pays entier devient un grand déménagement saisonnier. Il faut transporter plus souvent, plus loin. Et surtout, il faut que ce soit vivable. Dans ce décor, une idée presque insolente apparaît.
Et si l'habitacle devenait le produit principal? Pas la performance, pas le chrome, pas la ligne sportive qui fait semblant de courir alors qu'elle va chercher le pain. Non, l'espace, le volume, la modularité, la capacité à transformer la voiture en salle de jeu, en dortoir improvisé, en bureau, en refuge. Sauf qu'en France, à cette époque, ce genre d'idée fait peur. Pas parce qu'elle est techniquement impossible, parce qu'elle est culturellement risquée. Une voiture, c'est une identité. Une berline, c'est la respectabilité. Un coupé, c'est l'ego. Un break, c'est la raison. Mais un grand volume familial, c'est quoi exactement? C'est sexy? Non. C'est noble? Pas vraiment. C'est un signe de réussite? Peut-être. Ou peut-être l'inverse. Un aveu qu'on a renoncé à l'élégance pour la praticité. Et ça, en France, c'est presque un blasphème. On veut du fonctionnel, oui, mais on veut que ça ait l'air d'être un choix esthétique. Et pourtant, l'histoire se moque des scrupules, parce que les besoins, eux, ne négocient pas. Dans l'ombre, au tournant des années 80, des cerveaux observent cette contradiction. Les gens souffrent dans leur voiture, mais personne ne leur propose une solution qui est une dignité automobile. Il manque un objet qui dise « Tu es une famille, tu as une vie, tu transportes le monde, et tu as le droit d'être confortable sans conduire une camionnette. » Ce manque se ressent partout, même là où on ne l'attend pas. Dans les conversations de parking, dans les disputes de coffres, dans les trajets d'école. Il se ressent dans les accessoires bricolés. Coussins, barres de toit, coffres additionnels, filets, organisateurs. Chaque gadget est une rustine sur un problème simple. L'architecture même des voitures n'est plus à la hauteur de la vie moderne. Et ce qui rend ce vide encore plus violent, c'est que la solution, ou du moins l'intuition de la solution, existe déjà dans l'air. Du temps, mais elle n'a pas encore trouvé sa forme européenne. L'Europe adore les catégories. Et quand une catégorie n'existe pas, on fait comme si le besoin non plus n'existait pas. Jusqu'au jour où quelqu'un ose. Mais oser, ce n'est pas seulement dessiner une carrosserie haute. Oser, c'est accepter le ridicule. Parce qu'au début, ce genre de véhicule, on le regarde de travers. On le compare à un grille-pain, à une boîte à chaussures, à un bus scolaire en réduction. On dit « personne n'achètera ça ». On dit « c'est trop cher ». On dit « c'est trop étrange ». On dit surtout « les Français ne veulent pas de ça ». Et là, imagine la scène. Un décideur, costume sombre, cigarette de l'époque, dossier sur la table. Il voit un projet qui n'entre dans aucune case. Il voit un véhicule qui ne promet pas la vitesse, mais le confort familial. Il doit choisir entre le présent, rassurant, et une idée qui pourrait être un triomphe ou un flop humiliant. Le genre de flop dont on se souvient pendant 20 ans en se tapant le front. Le plus ironique, c'est que cette peur vient précisément de ce qui rendra l'espace culte. Sa capacité à changer la manière dont les Français se perçoivent au volant, pas « je conduis une voiture », mais « je transporte ma tribu », pas « je suis élégant », mais « je suis libre parce que j'ai de la place ». Et ce basculement, il répond aussi à une réalité intime. La famille française des années 80 n'est plus tout à fait celle d'avant. Les foyers bougent, se recomposent, se dédoublent entre deux adresses. Les enfants ont des activités, les week-ends sont pleins. Les grands-parents vivent parfois loin. On fait des kilomètres, on fait des allers-retours, on vit dans un agenda. Il faut un véhicule qui accompagne cette mobilité sans transformer chaque trajet en bataille. Alors le besoin devient presque émotionnel. Il faut une voiture qui apaise, une voiture qui évite la guerre pour l'accoudoir, une voiture qui permet de s'asseoir sans se contorsionner, une voiture qui donne à chacun un territoire, une voiture qui fasse que les vacances commencent avant la destination. Et là, tout se resserre. La France est prête, sans le savoir. Parce que l'attente n'est pas formulée, mais elle est massive, c'est une attente du corps. Les genoux enfoncés, les épaules qui se touchent, la nuque qui colle, les sacs qui envahissent, l'air qui manque. C'est une attente de dignité, ne plus ressembler à des sardines sur l'autoroute. C'est une attente de paix domestique, arriver sans s'être détesté. Et à ce moment précis, l'idée la plus simple devient la plus révolutionnaire. Et si la place était une technologie? Pas un luxe, pas un caprice, une innovation. Là où les autres voient une silhouette trop haute, certains voient un futur,
Là où les autres voient un véhicule bizarre, certains voient une scène française éternelle. Les départs en vacances, les enfants qui grandissent, les déménagements, les retours de marché, les Noëls en famille, les sièges qu'on enlève, qu'on retourne, qu'on déplace, comme des chaises de cuisine. Et ce qui rend l'histoire encore plus délicieuse, et un peu dégoûtante, oui, c'est que tout part de choses très peu glamour. Des hits vomis sur banquette, des couches dans un sac plastique, des sandwichs écrasés, des disputes, des odeurs, des traces sur les vitres. La vraie vie, celle qu'aucune publicité ne montre, mais que tout le monde connaît. Le Renault Espace naît d'un besoin presque honteux. Avoir une voiture qui accepte la famille telle qu'elle est, pas telle qu'on la rêve. Une voiture qui ne juge pas. Une voiture qui dit « Vas-y, montez, renverse, risse, pleure. On ira quand même ». Et maintenant que ce besoin est clair, une autre question surgit, plus tranchante, plus dangereuse. Qui va oser le fabriquer? Et comment transformer cette idée étrange en réalité industrielle sans se ridiculiser? Parce que le besoin, c'est une chose, la naissance d'un mythe, c'en est une autre. Et la route entre les deux est pleine de décisions risquées, de portes qui se ferment, de prototypes qui font rire, et d'un twist crucial. L'espace aurait très bien pu ne jamais porter le losange. À ce stade de l'histoire, on pourrait croire que Renault s'assoit autour d'une table, claque des doigts, et voilà. On va inventer le monospace. Sauf que la réalité est beaucoup plus tordue, plus fragile, et, honnêtement, beaucoup plus savoureuse. Parce que le Renault Espace, avant d'être un symbole français, a d'abord été un pari qui changeait de main comme une valise trop lourde, un objet dont personne ne voulait porter la responsabilité en public, mais que certains, en coulisses, regardaient comme on regarde. Un coffre-fort enterré, avec la certitude qu'il y a quelque chose dedans. Tout commence par une intuition qui, sur le papier, ressemble à une erreur. Pour faire une voiture nouvelle, il faut penser comme si la voiture n'était plus une voiture. Il faut penser comme un architecte d'intérieur. Imagine l'équipe. Pas seulement des ingénieurs obsédés par les chevaux et les chronos, mais des gens qui parlent de hauteur d'assise, d'angle de porte, de volume de coffre utile, de la façon dont une famille monte à bord en portant un bébé, un sac et un enfant qui refuse d'avancer. On parle de banalités, mais ces banalités sont explosives. Parce que ce sont elles qui tuent la paix dans une voiture classique. Le cahier des charges qui se dessine est presque provocateur. On veut que l'on puisse entrer debout, ou presque. On veut plusieurs vrais sièges, pas un compromis au milieu. On veut pouvoir reconfigurer l'intérieur comme un salon. On veut une visibilité panoramique, comme dans un train. Et surtout, on veut que ça reste une automobile, pas une camionnette déguisée. Mais voilà le problème. L'Europe n'a pas l'habitude de construire ce genre d'objets. Les plateformes existantes ne sont pas faites pour ça. Les logiques industrielles non plus. Tout le monde sait faire une berline, un break, un utilitaire. Mais un véhicule qui se situe au milieu, qui emprunte à la voiture, le confort et à l'utilitaire l'espace, c'est comme demander à un boulanger de faire un gâteau de mariage avec une pâte à pizza. Techniquement possible, mais tu vas en casser des outils. Et là, l'histoire se met à prendre une tournure presque clandestine. Plutôt que d'inventer seulement une carrosserie, il faut inventer une philosophie d'assemblage. Comment construire un grand volume sans que le poids explose? Comment assurer la rigidité? Comment garantir la sécurité? Comment produire ça à une échelle rentable? Et surtout, comment convaincre des décideurs qui savent qu'un flop se paye au prix du sang, de l'emploi et d'une honte nationale? À ce moment, les sceptiques sortent leurs arguments comme des couteaux. Ça va coûter trop cher. Les gens n'achèteront pas un véhicule aussi bizarre. C'est trop haut, trop carré, trop utilitaire. Et si ça se vend mal, on aura l'air idiot. Le genre de phrase qu'on entend juste avant qu'un marché entier ne bascule. L'équipe qui pousse le projet doit donc jouer un jeu dangereux. Prouver que l'idée est viable sans pouvoir encore montrer un produit final qui fasse rêver. Les premiers essais ressemblent à des bricolages glorieux. On teste des volumes, des hauteurs, des positions de conduite. On se rend compte que plus d'espace ne suffit pas. Il faut un bon espace. Un espace qui ne fatigue pas, qui ne rend pas malade, qui ne donne pas l'impression d'être dans une boîte. Les proportions deviennent une obsession.
Le pare-brise doit être avancé pour libérer l'habitacle, mais pas au point d'avoir l'air d'un aquarium. Le plancher doit être pensé pour accueillir plusieurs sièges, mais sans transformer l'ensemble en monolithe lourd. Les portes doivent s'ouvrir largement, mais sans fragiliser la structure. Et là, une première vérité cruelle surgit. Pour obtenir ce volume intérieur, il faut prendre des décisions qui vont à l'encontre des réflexes automobiles classiques. Il faut accepter une silhouette nouvelle, plus haute, plus verticale. Il faut accepter que l'aérodynamisme ne sera pas celui d'un coupé. Il faut accepter que le public se moquera, au moins au début. Et ce n'est pas seulement un défi de forme, c'est un défi de langage. Comment vendre une voiture dont l'argument principal est la place? Comment donner du désir à un mot qui, dans la bouche de certains, sonne comme un meuble Ikea? Modularité. Alors l'équipe cherche une magie, un détail qui transforme la rationalité en émotion. Ce détail, c'est l'idée que l'intérieur n'est pas un intérieur figé, c'est un intérieur vivant. Les sièges ne sont pas seulement des sièges, ce sont des modules, des pièces qu'on peut enlever, tourner, déplacer. On veut que le propriétaire se sente maître de son habitacle, comme un capitaine dans sa cabine. Et c'est ici que l'espace commence à révéler ce qui fera sa légende. Il n'est pas conçu comme une simple voiture, mais comme un objet de vie. On pense à des gestes, pas à des chiffres. Le geste d'entrer, le geste de boucler un enfant, le geste de poser un sac, le geste de discuter, le geste de regarder la route comme depuis un belvédère. Mais chaque geste a un coût industriel. Chaque innovation a un risque. Plus on avance, plus une autre angoisse apparaît. Comment produire ce véhicule sans exploser les chaînes traditionnelles? Parce que l'espace, tel qu'on le rêve, ne se contente pas de prendre une plateforme existante et de l'étirer, il bouscule l'architecture, la manière de fabriquer, les matériaux, l'assemblage. Et là, on arrive à un moment qui, dans une série Netflix, serait filmé en gros plan sur un dossier rouge, posé au milieu d'une salle de réunion. Le projet doit trouver son chemin entre différentes logiques industrielles, entre les partisans de la prudence et ceux de l'audace, entre ceux qui veulent une voiture un peu plus grande et ceux qui veulent un concept entièrement nouveau. Ce conflit n'est pas une dispute de design, c'est une bataille de vision. Parce que si on fait un compromis, on obtient un véhicule tiède, un hybride maladroit, un truc qui ressemble à une berline gonflée. Et ce genre de machine ne devient jamais culte. Ça devient un oubli. Alors il faut pousser, encore. On décide donc d'assumer la radicalité. Un vrai grand volume, un vrai espace intérieur, une vraie modularité et une identité qui ne cherche pas à se déguiser en berline. C'est ici que le nom commence à prendre tout son sens. Espace, pas puissance, pas sport, pas élite. Espace, un mot presque vide, qui, justement, décrit le besoin le plus concret. Et ce choix, en lui-même, est un coup de poker. On mise sur une valeur qui n'est pas glamour, mais universelle. On mise sur la promesse la plus primitive. Respirer. Les prototypes se précisent. On ajuste l'assise. On travaille la visibilité. On cherche l'équilibre entre confort et tenue de route. Parce que si le véhicule donne l'impression de flotter comme un bateau, le public français, qui adore critiquer, le détruira. Il doit se conduire comme une voiture, pas comme un bus. Il doit rassurer. Il doit être stable. Il doit donner confiance. Et là, on découvre une autre contradiction. Un véhicule familial doit être plus sûr, plus solide, plus prévisible. Mais s'il devient trop lourd, trop pâteau, il trahit son objectif. Donc, on se bat contre les kilos, contre les vibrations, contre les bruits d'air, contre les compromis. On veut d'un salon qui ne tremble pas à 130 km/h. La mise au point devient une épreuve, parce que plus l'objet est nouveau, plus les problèmes apparaissent là où on ne les attend pas. Les bruits de mobilier, les fixations, les sièges qui doivent être à la fois faciles à enlever et impossibles à arracher en cas d'accident, l'équilibre entre la liberté de configuration et la sécurité. Et au milieu de tout ça, il y a une question qui plane, presque cruelle. Et si, finalement, personne n'en voulait? Parce que ce véhicule, au fond, met le doigt sur une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La famille n'est pas toujours élégante. Elle est bruyante, elle est sale, elle est lourde, elle est imprévisible. Concevoir un véhicule pour elle, c'est accepter de regarder cette réalité en face. C'est même pire,
c'est en faire un argument. Tu imagines le vertige marketing? Dire aux gens, voici une voiture pour votre chaos. Ça ne se dit pas comme ça? Alors on enveloppe, on sublime, on vend l'idée d'une vie plus simple, plus fluide, on vend l'idée d'un voyage qui ne casse pas les nerfs, on vend l'idée d'un habitacle qui réconcilie, mais plus le projet approche de la naissance, plus les tensions internes montent. Parce que l'échec, s'il arrive, ne sera pas un petit accident. Il sera spectaculaire. On ne rate pas un objet de ce type discrètement. On rate en public, on devient un exemple dans les écoles de commerce. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est à ce moment-là que se produit un twist qui, sans spoiler trop vite, est essentiel à comprendre. L'espace est si atypique que sa trajectoire industrielle ne sera pas celle d'une Renault classique. Sa fabrication, son ADN, son approche, tout indique qu'il ne rentre pas dans le moule. Et là, l'histoire bascule. Pour que l'espace existe, il faut que plusieurs mondes se rencontrent. Un constructeur, des partenaires, une idée qui a failli être enterrée, puis sauvée, puis transformée. Un enfant qui, plusieurs fois, a été sur le point de ne pas naître, et plus on s'approche de 1984, plus la question devient brûlante. Quand le public verra enfin cette silhouette, haute, presque insolente, rira-t-il? Ou comprendra-t-il instantanément qu'on vient de lui donner ce qu'il attendait depuis des années? Parce qu'un véhicule peut être intelligent, pratique, révolutionnaire, et mourir faute d'amour. Et l'espace, lui, va devoir gagner l'amour d'un pays entier. Le jour où il apparaît, il ne ressemble pas à une voiture nouvelle. Il ressemble à une voiture étrangère au paysage mental français, sur le parking d'une concession, au milieu des silhouettes basses et sages. Il se dresse comme un objet qui a raté une consigne, plus haut, plus vertical, un nez qui ne cherche pas à séduire par la vitesse, mais par une sorte d'évidence utilitaire. Et pourtant, la première fois que quelqu'un ouvre la porte, ce n'est pas un « oh » poli qui sort, c'est un silence, puis un petit rire nerveux, le rire de ceux qui réalisent qu'ils viennent de voir leur vie sans filtre. Parce que ce que l'espace offre au départ, ce n'est pas un moteur qui hurle, ni un volant sport, c'est quelque chose de plus rare et plus intime. La possibilité de ne pas se détester pendant un trajet. Les premiers clients ne tombent pas amoureux comme on tombe amoureux d'un coupé italien. Ils tombent amoureux comme on tombe amoureux d'un appartement lumineux, après des années de studios humides. Ils entrent, ils se redressent, ils regardent autour, ils imaginent. Et leur imagination fait le travail que la publicité ne peut pas faire. Elle remplit l'habitacle de scènes, un enfant qui se change debout, une grand-mère qui monte sans plier la colonne vertébrale, un père qui charge une poussette sans jurer. Une famille qui mange un sandwich sans que la mayonnaise finisse dans le levier de vitesse. Un chien qui tourne sur lui-même avant de se coucher, sans écraser quelqu'un. Le marché, au début, ne sait pas comment parler de cette chose. Même le mot « monospace » n'a pas encore le goût d'un genre établi. Il sonne comme un néologisme qui s'excuse. Les journalistes cherchent des comparaisons. Les passants aussi. Ils disent « c'est un bus »,« c'est un van »,« c'est une navette », parfois même « c'est un frigo ». Ils se moquent de la forme, parce que c'est ce que la France fait quand elle est surprise. Elle ironise, elle piquait, elle teste l'objet par le sarcasme, mais voici le premier coup de théâtre, celui qui change tout. L'espace ne doit pas convaincre tout le monde. Il doit convaincre les familles qui vivent déjà dans la fatigue, et ces familles-là, quand elles posent les mains sur les sièges, quand elles voient qu'ils peuvent s'enlever, quand elles comprennent qu'on peut créer un couloir central, ou un espace de bagages, ou une sorte de salon improvisé, elles cessent de rire, elles respirent. Et respirer, c'est addictif. Dans les semaines qui suivent, quelque chose d'étrange se produit. Ceux qui n'en veulent pas en parlent quand même. Ceux qui se moquent se surprennent à poser des questions, et surtout, ceux qui en ont un deviennent des missionnaires involontaires. Tu as déjà vu ce phénomène? Le voisin qui, d'habitude, parle à peine, et qui tout à coup t'invite à voir un truc, il t'ouvre le haillon, comme on ouvre un rideau de théâtre, il enlève un siège, il le repose, il le tourne, il te dit « Regarde, je peux mettre 6 personnes. » Puis « Attends, regarde, je peux charger ça. » Il n'est pas en train de parler d'une voiture, il parle d'un pouvoir. Et au bout de quelques mois, l'espace déclenche un type de jalousie nouveau.
Pas la jalousie du luxe, mais la jalousie du confort intelligent, la jalousie des gens qui arrivent en vacances avec des épaules détendues, pendant que toi, tu descends de ta berline comme si tu sortais d'un lave-linge. Le second twist, plus discret, c'est que l'espace commence à se répandre là où on ne l'attendait pas. Bien sûr, il y a les familles, mais il y a aussi les taxis longue distance, les navettes, les professionnels qui transportent des personnes, des équipes, du matériel. Et là, le véhicule se transforme en vitrine vivante. On le voit partout, chargé, utilisé, vivant, un objet qu'on ne cache pas dans un garage, mais qu'on exploite. Et chaque fois qu'on le voit, on comprend le concept sans même le connaître. Ça, c'est pour transporter des gens dans de bonnes conditions. C'est ainsi que la réputation se construit. Non pas par des slogans, mais par des scènes répétées. Un matin de pluie, porte latérale ouverte, parapluie goûtant, enfant qui monte sans se cogner. Un dimanche soir, retour de week-end, sac de sport, vélo, fatigue, et pourtant de la place. Une vieille dame qui s'assoit sans se laisser tomber, comme si le siège l'attendait. Un couple qui, au lieu de se disputer sur le coffre, discute de l'itinéraire. Et puis, il y a la scène la plus française de toutes, l'aire d'autoroute. Tu la connais? Les tables en métal, l'odeur de café brûlé, les toilettes qu'on évite en retenant son souffle, des familles qui mangent debout, coincées entre deux voitures, parce que l'espace manque, parce que tout est mal pensé, parce qu'on n'a nulle part où se poser. Et là, sur le parking, un espace. Haillons ouvert, deux sièges retournés, un enfant assis comme dans un salon, un parent qui fait un sandwich avec calme. Le contraste est si violent que tu le ressens physiquement. Ce n'est pas juste plus pratique, c'est une autre façon de voyager. À partir de là, la moquerie change de nature. On se moque encore, mais avec une pointe d'envie. Comme on se moque d'un ami qui a raison trop tôt, car l'espace, dans les années qui suivent, ne devient pas seulement un produit. Il devient un repère culturel. Il apparaît dans des vies, dans des souvenirs, dans des récits. Il devient l'arrière-plan de la France qui bouge. Vacances, écoles, associations, déménagements, trajets de banlieue, routes nationales, bords de mer, et surtout, il devient un théâtre. L'intérieur grand et modulable transforme l'habitacle en scène de famille. Les disputes n'y disparaissent pas, mais elles y changent de forme. On peut s'éloigner, se tourner, respirer. L'espace donne une diplomatie. La voiture cesse d'être une boîte de conflits. Elle devient une pièce où l'on vit, où l'on peut même, et c'est là que certains grincent des dents, se sentir mieux que chez soi. C'est ici que le troisième acte de la célébrité commence. L'espace n'est plus juste utile. Il devient un symbole de modernité domestique. En France, pays où l'on aime l'idée de l'intelligence pratique, il incarne une forme de progrès. Pas le progrès spectaculaire, mais le progrès quotidien, celui qui rend la vie moins pénible. Et pourtant, ce succès n'est pas linéaire. Il y a une résistance, sourde, presque idéologique. Certains le détestent parce qu'il ne correspond à aucune notion classique de beauté automobile. On le critique dans les cafés, dans les conversations, comme un objet trop rationnel. On dit « c'est moche ». On dit « c'est pour les gens qui ont renoncé ». On dit « c'est une voiture de prof ». On dit « c'est une voiture de père de famille ». Comme si c'était une insulte. Mais l'espace a une arme que les critiques n'ont pas. L'expérience. Parce qu'un monospace, tu peux le juger à distance, tu peux rire de sa silhouette, tu peux le caricaturer. Mais quand tu y montes, le corps comprend avant l'esprit. Le dos se détend, les genoux respirent, le regard s'élargit, et soudain, ta dignité sociale devient moins importante que ton confort. C'est un renversement discret, mais profond. L'espace te fait choisir la paix, plutôt que l'apparence. C'est là qu'il devient culte. Il révèle ce que les gens veulent vraiment, sous le vernis. Au fil des années, les générations se succèdent, et chaque évolution raconte quelque chose de la France. Les routes changent, les familles changent, les attentes changent, mais l'idée centrale, la voiture comme espace de vie, s'enracine. On attend de lui qu'il soit plus silencieux, plus confortable, plus sûr, mieux équipé. On attend qu'il fasse oublier qu'il est grand, qu'il se conduise comme une voiture malgré sa stature, qu'il soit une sorte de compromis impossible, et qu'il le réussisse quand même. Les propriétaires, eux,
développent un rapport presque sentimental. Un espace, ça s'habite. On y laisse des objets, des traces, des souvenirs. Les coins de plastique portent les marques d'enfance. Rayures, coups de pied, autocollants. Les tissus gardent des odeurs. Crème solaire, pluie, chien, parfois encore. Cette note acide des catastrophes de route qu'on n'ose pas raconter. Et pourtant, on s'y attache. Parce que c'est un véhicule qui ne juge pas. Il absorbe la vie. Il y a même une forme de folklore. Les gens racontent ce qu'ils ont réussi à transporter dedans, comme des pêcheurs racontent la taille de leur prise. J'ai mis un frigo. J'ai mis une armoire. J'ai mis 8 personnes. J'ai dormi dedans. On a fait la France entière avec. Ce sont des récits de capacité, mais aussi des récits de liberté. Et pendant que les familles adoptent, l'industrie observe, lentement, puis avec une inquiétude croissante, car l'espace, en se répandant, fait naître une catégorie, et quand une catégorie naît, elle appelle des rivaux. Les concurrents arrivent, plus tard, avec leurs propres réponses. Mais le paradoxe, c'est que même quand d'autres modèles s'installent sur le terrain, l'espace garde une aura particulière en France. Il est l'original populaire, celui qui a rendu l'idée acceptable. Il a fait le travail culturel le plus difficile. Convaincre les Français qu'un grand volume pouvait être une voiture désirable. Et il y a un détail savoureux. À mesure que l'espace se banalise dans le paysage, il devient aussi un personnage. Tu le vois dans l'imaginaire collectif. L'espace, c'est la voiture des départs en vacances, des familles nombreuses, des adultes qui ont des responsabilités. La voiture qu'on associe à des scènes, les gobelets de station-service, les jouets au sol, les sièges qu'on replie, les rideaux improvisés, les discussions tardives, il devient presque un cliché, mais un cliché affectueux, un cliché qui sent le vécu. C'est dans cette période que son statut de célèbre se verrouille. Il n'est pas seulement acheté, il est reconnu. Dans la rue, on ne dit plus « c'est quoi ce truc ?» On dit « c'est un espace ?» Comme on dirait un 4L ou une 2CV dans d'autres époques. Le nom devient la catégorie, et pourtant, là encore, l'histoire glisse un couteau sous la table. Avec le succès, viennent les attentes impossibles. Plus on aime un objet, plus on lui demande de se transformer sans perdre son âme. On veut qu'il devienne plus moderne, plus technologique, plus premium parfois, sans renier sa fonction. On veut qu'il garde sa modularité, sa générosité, son rôle de voiture familiale, tout en devenant plus élégant, plus statutaire. C'est une tension permanente. Rester l'outil du quotidien et devenir aussi un signe social, et c'est là que l'espace, paradoxalement, se met à séduire aussi ceux qui, au départ, auraient eu honte de l'aimer, les cadres, les voyageurs, les familles qui veulent du confort haut de gamme, l'idée de rouler dans un véhicule spacieux sans renoncer à une certaine image. L'espace devient un compromis d'adulte. Je suis pratique, mais je me respecte. Ce changement de perception est un des grands tours de force de sa célébrité en France. Le monospace cesse d'être un aveu. Il devient une affirmation. J'ai une vie, j'ai des besoins, et je choisis la solution intelligente. Et c'est peut-être là, le moment où l'espace devient vraiment un symbole français. Il incarne une forme de rationalité assumée, mais enveloppé d'une certaine élégance, une modernité qui ne fait pas semblant, un véhicule qui accepte le réel. Alors oui, il y a eu des critiques, des blagues, des débats sur le style. Mais au final, ce que la France retient, c'est la sensation, celle d'une voiture qui change le quotidien, une voiture qui transforme l'autoroute en espace habitable, qui transforme le trajet scolaire en moment moins tendu, qui transforme le départ en vacances en chose supportable. Et quand un objet réussit ça, il devient plus qu'un produit. Il devient une mémoire collective. Sauf que l'histoire n'est pas finie. Parce que la célébrité d'un modèle n'est qu'une étape. Le vrai test, c'est l'héritage. Qu'est-ce qu'il laisse derrière lui? Qu'est-ce qu'il a forcé l'industrie à faire? Qu'est-ce qu'il a inventé, au-delà de lui-même? Et pourquoi, même quand sa forme évolue, son nom continue de résonner comme une idée? C'est là que la dernière partie devient la plus intéressante et la plus cruelle. Parce que ce que l'espace a donné au monde, le monde l'a ensuite transformé, parfois contre lui. Quand un objet devient culte, il ne se contente pas d'exister. Il oblige les autres à se repositionner. Il fait bouger les lignes. Il crée des réflexes nouveaux,
des attentes nouvelles, parfois même des habitudes physiques. Et l'espace, en France, a fait exactement ça. Il a déplacé le centre de gravité de l'automobile, de la machine vers la vie. Parce que la vraie révolution n'était pas seulement un grand volume, la révolution, c'était la hiérarchie des priorités. Avant lui, l'intérieur était souvent la conséquence de l'extérieur. On dessinait une silhouette, puis on aménageait. Avec l'espace, on inverse. On imagine d'abord des usages, des gestes, des situations, puis on construit autour. Ce renversement a contaminé toute l'industrie, même chez ceux qui prétendaient s'en moquer. Et le plus ironique, c'est que ce basculement s'est produit par une notion presque impudique. L'intimité familiale. Les constructeurs ont compris qu'une voiture n'était pas seulement un transport, mais un espace où l'on se dispute, où l'on rit, où l'on mange, où l'on pleure, où l'on attend, un espace où l'on s'ennuie aussi, et où l'ennui devient une contrainte à gérer. L'espace a fait entrer la psychologie domestique dans l'ingénierie automobile. Tu veux une image? Pense à un architecte qui, pour la première fois, comprend qu'un appartement ne se mesure pas seulement en mètres carrés, mais en qualité de circulation. Où passe-t-on? Où pose-t-on les choses? Où s'assoit-on? Dans une voiture, c'est pareil. L'espace a mis la circulation au centre. Circulation des corps, des objets, des regards, de la conversation. Et à partir de là, il a semé des graines partout. D'abord, la modularité est devenue une exigence. Avant, on acceptait un coffre et un dossier rabattable. Après l'espace, on commence à vouloir des sièges indépendants, des configurations, une vraie flexibilité. Même des modèles qui ne sont pas des monospaces se mettent à promettre l'espace, la praticité, la modularité, comme si ces mots étaient soudain un nouveau luxe. Et c'est exactement ça, un luxe du quotidien, pas un luxe d'apparat. Ensuite, l'idée de la position de conduite haute, cette sensation de dominer la route, de voir loin, de respirer, s'installe dans l'imaginaire. Et là, on touche à un héritage ambigu, presque cruel, parce que cette préférence va ouvrir la porte à un phénomène qui, plus tard, avalera une partie du territoire de l'espace. La montée des véhicules au style plus robuste, plus statutaire, plus haut perché, qui reprennent des sensations de monospace, sans en avoir l'âme. Mais n'allons pas trop vite. Avant d'être dépassé, l'espace a d'abord imposé une nouvelle forme de respectabilité. Il a rendu acceptable l'idée qu'une voiture, familiale, puisse être moderne, désirable, parfois même haut de gamme. Il a été une passerelle. Il a permis à des familles de se sentir non pas contraintes, mais équipées. Il a donné un vocabulaire à une génération. On enlève les sièges, on met la configuration, on a de la place. En France, où l'automobile est aussi un marqueur social, c'était énorme. Parce que l'espace a réconcilié deux choses que les Français adorent opposer. La raison et le style. Il n'a jamais été un pur objet de beauté, mais il a appris à se présenter avec dignité. Il a dit « Je ne suis pas là pour faire semblant, je suis là pour rendre ta vie meilleure ». Et cette franchise, paradoxalement, est devenue une forme de charisme. C'est aussi pour ça que, dans les mémoires, il est souvent associé à un certain âge d'or, celui où la famille partait sur les routes, avec une carte papier, un sac de bonbons, et l'idée que les vacances commençaient à l'instant où l'on fermait la porte. L'espace est devenu le décor de cette France-là, une France en mouvement, une France qui se rêve simple, même si elle ne l'est pas. Mais un objet culte a toujours un prix. Plus il influence, plus il est copié, et plus il risque de se dissoudre dans ce qu'il a créé. Car voici le grand retournement, celui que beaucoup n'aiment pas entendre. L'espace a gagné la bataille culturelle et a préparé le terrain à un monde qui allait le rendre moins indispensable. Au fil des années, l'industrie a compris qu'on pouvait vendre la hauteur et la sensation d'espace avec un emballage plus agressif. Plus valorisant socialement, le monospace disait « Je suis pour la famille ». Les nouveaux venus diraient « Je suis pour toi ». Même si, en réalité, ils transportent les mêmes enfants, les mêmes sacs, les mêmes poussettes. La différence, c'est l'ego. Et c'est là que l'héritage devient tragique. L'espace a rendu l'espace désirable, mais d'autres ont transformé ce désir en autre chose. Une silhouette plus musclée, une posture plus aventurière,
un imaginaire de liberté qui se vend mieux qu'un imaginaire de logistique familiale. On a commencé à préférer l'apparence de l'évasion à la réalité de la modularité. C'est presque injuste. L'espace était un salon roulant, et le monde s'est mis à vouloir un salon qui ait l'air d'un 4x4. Même si ce 4x4 ne verra jamais un chemin, pourtant, même dans ce glissement, l'espace laisse des empreintes impossibles à effacer. La première, c'est l'idée que l'on peut construire une identité autour d'un usage. Beaucoup de constructeurs ont appris, grâce à lui, que le storytelling automobile pouvait être domestique. Famille, voyage, confort, convivialité, que la voiture n'était pas seulement une extension du conducteur, mais une extension du foyer. La deuxième, c'est la normalisation du volume intelligent. Aujourd'hui, quand quelqu'un s'assoit dans une voiture et demande « Il y a des rangements ? Il y a des prises ? On peut bouger les sièges. On a assez de place aux jambes ?» Cette exigence vient d'une histoire, et cette histoire, en France, porte un nom. Espace. La troisième, c'est l'impact symbolique sur Renault lui-même. Le constructeur, souvent associé à la voiture populaire et à l'innovation pragmatique, a vu dans l'espace une preuve qu'il pouvait inventer des catégories, pas seulement suivre. L'espace a été un étendard. On peut être français, rationnel et audacieux. Il a donné à Renault une aura d'inventeur de la vie quotidienne. Et puis, il y a l'héritage le plus intime. L'espace a appris aux Français à penser leur voiture comme un lieu de vie. Il a fait entrer dans la culture une idée simple. On a le droit de vouloir de l'espace, même si ce n'est pas sexy. On a le droit de choisir le confort, même si ça ne fait pas rêver sur une affiche. Sauf que, un mythe ne meurt pas seulement parce qu'il vieillit, il meurt quand le monde change de désir. Et l'espace, à la fin de sa longue période, jusqu'à 2014 dans ton cadre, se retrouve face à une question existentielle. Comment rester soi-même dans un marché qui veut autre chose? Comment continuer à être la voiture du foyer, quand la mode exige la voiture du personnage? Comment rester un salon quand tout le monde veut un costume d'aventurier? C'est là que son statut de culte se solidifie, paradoxalement. Plus il devient rare, plus il devient un repère. On se met à parler de lui avec une chaleur nostalgique. On dit « ça, c'était pratique ». On dit « on y vivait ». On dit « c'était un vrai monospace ». Et dans ce « vrai », il y a une accusation implicite contre le présent. Aujourd'hui, on vend des silhouettes. Avant, on vendait une solution. Et le plus beau, c'est que le mot « espace » finit par dépasser la carrosserie. Il devient une idée, un rappel. La voiture peut être un outil de paix familiale. Elle peut être conçue pour la vie, pas seulement pour l'image. Alors pourquoi est-il culte en France? Parce qu'il a accompagné des millions de scènes ordinaires, parce qu'il a réduit la souffrance du quotidien, parce qu'il a rendu les vacances supportables avant même d'arriver, parce qu'il a donné une dignité à la famille en mouvement, et parce qu'il a réussi un tour presque impossible. Faire aimer une voiture qui ne promettait pas d'être belle, mais promettait d'être juste. Et si tu veux le twist final, celui qui laisse un goût étrange, mi-satisfaisant, mi-amer, le voici. Le Renault Espace a été si influent qu'il a aidé à créer un monde où l'on n'avait plus besoin de lui tel qu'il était. Il a gagné, et sa victoire a changé les règles. Son héritage est partout, même dans les voitures qui l'ont remplacé. Et ça, c'est le destin cruel des objets vraiment révolutionnaires. Ils deviennent l'air qu'on respire, au point qu'on oublie qui l'a rendu respirable.